Plaisir de vous tenir compagnie ce mardi comme d'habitude dans le cadre de ce magazine de la rédaction Kinshasa Direct. Ce soir encore vous aurez deux dossiers à développer tout au long de ce magazine. Eh bien, le tout premier dossier concerne l'affaire Congolité évoquée par le politique Noël Tiani. Eh bien, justement, on parle soit d'un ballon d'essai qui énerve carrément la diaspora. On en parle ce soir avec le professeur Dauphin Bachala, qui est professeur des universités. Nous allons également parler de ce dialogue intercommunautaire initié par le président de la République qui va se passer sous la houlette du ministère de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, justement à Fizi, Ouvira et Mwenga. Quelles sont les attentes? On en parle ce soir avec une des notabilités du Sud Kivu, Kosko Swedi. Il sera de nôtre. L'actualité, vous le savez, nous préoccupe au plus haut point. Et déjà, nous commençons avec les grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kayemba qui je dis bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La Chambre d'appel confirme la condamnation à 30 ans de prison de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable des 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. La structuration du Fonds commun pour les Congos en perspective des élections de 2023, c'est l'un des sujets qui a fait l'objet de la réunion tenue par les présidents de la cellule des crises de cette plateforme, Raymond Chibanda, avec les membres du Fonds commun pour les Congos restés fidèles à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Information sportive, l'équipe de football Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale des CAN des suites après avoir validé sa qualification sur la pelouse de la Centrafrique 1-0. Le but est signé Aboubakar Kamara. Voilà tout pour les titres. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition pour le développement de tous ces titres. Et pendant ces temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci beaucoup en tout cas, aimables téléspectateurs. On se retrouve déjà avec Gloria Mbouya à 19h heure de Kinshasa pour la grande édition du journal. Nous, on va continuer avec vous, aimables téléspectateurs, pour commencer déjà avec le tout premier dossier de ce soir en ce qui concerne l'affaire Congolité. On parle d'un ballon d'essai qui énerve la diaspora et c'est tout de suite. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause.
Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt, vous allez adorer Télé 50. Simplement congolais. Il nous vient des États-Unis d'Amérique. Il est professeur de ce côté-là, professeur des universités. Monsieur Dauphin Bachala. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Vous enseignez dans quelles universités comme ça? J'enseigne dans ce qu'on appelle community colleges. J'enseigne les mathématiques. Les mathématiques. C'est pas facile, hein? Alors, si on devrait parler de la thématique de ce soir, on parle de la congolité. Ce concept, on rappelle le téléspectateur, ce concept du politique Noël Tchani qui veut que le prochain président de la République puisse, au-delà d'avoir la nationalité congolaise, puisse avoir des parents aussi de nationalité congolaise, c'est-à-dire un père et d'une mère de nationalité congolaise. Un avis, un point de vue que ne partage pas la majorité de Congolais apparemment, dont vous également, qui avez un autre point de vue, vous qui, je dirais, faites partie de la diaspora. Oui, sur ce point-là, je pense que l'initiative qui est en train d'être prise en ce moment est louable en ce que nous avons besoin de cerveau. Pendant longtemps, nous n'avons pas formé nos propres cadres. La plupart des meilleurs cadres que nous avons l'ont été à l'extérieur. Et pour des raisons que beaucoup d'entre nous connaissent, ils ont acquis des nationalités étrangères. Nous ne pouvons pas tout d'un coup là, les jeter à la poubelle parce qu'ils ont acquis d'autres nationalités. Nous savons pourquoi. Bien sûr qu'il y a des raisons différentes qui poussent les uns et les autres à acquérir des nationalités étrangères. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient encouragés à revenir au pays et apporter leur pierre pour la reconstruction de ce beau pays que nous souhaitons tous. Mais aujourd'hui, justement, si on devrait ouvrir cette brèche-là, la brèche, c'est pas seulement la congolité par rapport au président de la République, je dirais aux parents, mais c'est aussi la question de la double nationalité qui se pose actuellement, parce que vous vous souviendrez que la question a été suscitée plusieurs fois par soit un tel membre du gouvernement qui a été nommé, où on parle de nationalité autre que la nationalité congolaise, et ça remet justement cette question sur la table, sur la nationalité. Justement, vous avez totalement raison. Je pense que c'est un problème culturel d'abord. Nous avons un problème de respect de texte. Si nous décidons tous ensemble que pour occuper telle ou telle fonction, il faut être de telle ou telle nationalité et que nous adhérons uniquement à cela, tant mieux. Mais si quelqu'un impose des très hautes responsabilités et du jour au lendemain, vous découvrez que la personne n'est même pas congolais ou congolaise, c'est là que ça fait mal. Nous avons un texte, respectons le texte. Et si nous voulons le changer, c'est à nous de changer le texte, parce que c'est nous qui l'avons élaboré, c'est nous qui l'avons implémenté. Et si vous circulez un peu, vous faites une sorte de statistique. Nous, en Amérique, on est accro de statistiques. Hein. On ne fait jamais rien au hasard. C'est toujours basé sur les statistiques. Je pense que si on pouvait circuler dans le pays et demander l'avis des uns et des autres, la double nationalité, dans notre contexte, serait acceptée. Dans notre contexte. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous, comme je l'ai dit auparavant, les raisons qui ont poussé les uns et les autres à quitter ce pays. Ça cadre avec, je pense, l'autre point que nous allons aborder sur la fuite des cerveaux. Nous avons perdu nos cerveaux. Pourquoi? Nous connaissons tous les conditions qui ont prévalu au départ de ces cerveaux-là. Maintenant qu'ils sont partis, pour ces raisons-là. Et maintenant que l'environnement, nous espérons tous, politique, économique, est en train d'être assaini. Pourquoi ne pas donner la chance à ceux-là qui ont acquis d'autres nationalités de revenir au pays? Mais la grande question également, c'est la question d'adaptation. Parce que c'est vrai, on peut parler des compétences, on peut parler de ces cerveaux qui ont été formés ailleurs. Mais il s'est fait que
ces cerveaux, quand ils reviennent au pays, il y a un réel problème d'adaptation. Parce que la façon dont, les conditions dont on travaille au pays ne correspondent pas forcément à celles qu'ils ont vécues en Europe ou à l'étranger. On se dit, ce moment d'adaptation, c'est encore un autre problème qui est réel et vrai aujourd'hui. La question se le dit apparemment actuellement avec la diaspora qui en grande partie est revenue, avec l'avènement du nouveau président de la République. Vous le sentez également que en fait, je dirais, je n'aimerais pas dire les nationaux, hein, ceux qui sont restés au pays aussi se sentent un tout petit peu frustrés parce qu'ils se disent oui, nous avons travaillé nous avons étudié dans des conditions difficiles, nous avons appris dans des conditions difficiles et c'est pas au nom de la diaspora que vous viendrez justement pour prendre ce travail que nous espérons parce que à un moment donné on se dit eh ben, ils peuvent partir du jour au lendemain. Ils peuvent partir du jour au lendemain parce qu'on l'a vu dans les cas, par exemple, des arrestations. Quelqu'un vous brandir un passeport français, vous brandir un passeport belge. Donc, il ne peut même pas s'arrêter ici. On doit demander à son pays d'origine. C'est toutes ces questions, en fait, qui reviennent et qui, entre guillemets, ne permettent pas à ce que les nationaux puissent avoir totalement confiance à ceux qui ont acquis la double nationalité. Là, moi, je suis complètement avec vous. Je suis complètement avec vous. Le problème des confiances, nous avons abusé. Beaucoup d'entre nous ont abusé. Dû à quoi? L'environnement, comme vous l'avez dit, dans lequel ils se retrouvent. J'ai visité, je suis un ancien de l'ISTA, je fais un tour par là. Je ne me vois pas être dans un des auditoires de l'ISTA en train d'enseigner. Dans les conditions que j'ai vues là, c'est pratiquement impossible. Parce que je n'ai jamais enseigné dans ce pays. Je suis habitué à enseigner d'une manière totalement différente. Donc ça serait, comme vous avez dit tout à l'heure, l'adaptation. Si vraiment je dois le faire, je dois m'adapter. Mais il y a aussi autre chose. Pourquoi ne pas assainir l'environnement pour que chacun puisse se retrouver? Pourquoi nous ne pouvons pas faire cet effort-là? Parce que nous ne sommes pas appelés à rester dans la médiocrité, à fonctionner dans la médiocrité. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes et arranger la situation pour que tout le monde soit... En fait, aujourd'hui, nous parlons des normes. Et les normes sont généralement internationales. Ça ne se limite pas à un pays quelconque. Donc, s'il y a un standard qui est déjà établi, tous les autres pays doivent faire en sorte que ces standards-là soient atteints. Télé 50, c'est une télévision qui a un standing bien déterminé. Et si il doit concurrencer les autres chaînes de télévision, ce n'est pas seulement au pays, ça doit l'être même dans le monde aussi. Et pour ce faire, nous devons atteindre un certain standing. C'est très capital. Donc, nous ne pouvons pas nous consoler, nous habituer dans la médiocrité. Et cela, c'est dans tous les domaines. Hein. Quand vous conduisez, aujourd'hui par exemple, je conduis ici, vous conduisez, vous voyez comment nous nous comportons sur les routes. Pourquoi ça doit demeurer comme ça? Moi, je dois m'adapter. Ou plutôt, le reste des conducteurs doivent s'adapter, respecter les normes, parce qu'ils existent ici. La circulation routière est réglementée dans ce pays. Il y a des textes. Pourquoi on ne respecte pas? Il y a un feu rouge. Moi, je dis, ce feu a trop duré, je dois passer. Je ne le ferai jamais au pays, aux États-Unis. Jamais. Même pas dans mes rêves, je ne le ferai pas. Pourquoi ça se fait ici? Donc, moi, je pense qu'il y a certaines choses, nous devons nous mettre d'accord. Ça ne va pas. Nous devons abandonner ceci et adopter les structures, les normes internationales. C'est ça que moi, je pense. Adopter les normes internationales, certes, c'est bien beau de le dire, mais le faire, c'est autre chose. Il faut commencer quelque part. Le part. faire, c'est autre chose. Et il faut commencer quelque part. Les Africains ont construit des pyramides, scientifiquement parlant, mathématiquement parlant. Si vous devez vous asseoir, mesurer ces blocs-là, les peser, calculer comment ils ont été transportés. Et puis ces blocs-là ne sont même pas dans le site. Hein. Ça vient d'un autre site assez loin du site actuel de pyramide. Mais cela a été construit. Comment ils ont fait? Ils ont commencé un jour. Ils se sont dit, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous allons le faire. Et ils l'ont fait. Vous allez ici en Éthiopie, parce que les pyramides, tout le monde connaît, dans la cité de la Libella, vous trouvez ce que ces gens-là ont fait. Curving, 11 églises dans des pierres,
un bloc de pierre, hein, une montagne de pierre. Vous avez 11 églises différentes interconnectées. Comment ils ont fait ça? Et ça, ce n'est pas dans l'Antiquité, ça c'est au XIIe siècle. Et personne n'en parle. Comment ils ont fait? Ce n'est pas impossible pour nous d'arranger nos routes, par exemple. Ce n'est pas impossible. Oui, ça peut prendre du temps parce qu'on a laissé la situation empirer pendant longtemps. Mais nous pouvons le faire. Nous ne sommes pas des incapables. Nous avons juste besoin d'un environnement politique, économique, qui conduit à ça. Au-delà d'un environnement politique, économique, on parle également des fuites de cerveau. Vous avez notamment été reçu ici. On a parlé des fuites de cerveau. Et ces fuites de cerveau, c'est pas seulement dans le domaine scientifique, c'est presque dans tous les domaines. Dans les domaines sportifs, par exemple, on peut parler d'autant des Congolais qui préfèrent, par exemple, aller évoluer dans d'autres pays, acquérir d'autres nationalités, tout simplement parce que les conditions sont meilleures et ils se sentent mieux dans ces pays que dans leur propre pays, que leur pays d'origine. Comment faire face à cela, justement? Là, je reviens dans mon domaine de l'éducation. Cela s'explique par l'éducation. D'abord, l'amour du pays. Ce n'est pas à mon âge que vous allez m'apprendre à aimer mon pays, si je ne l'avais jamais aimé. Ça, ce sont des choses qui s'acquièrent dans en anglais, on appelle ça foundation phase. Oui. Donc, dans la phase où on établit la fondation. C'est pendant ce temps-là qu'on apprend aux gens. Pourquoi toutes ces sociétés qui se sont développées ont misé sur la jeunesse? Il y a eu une raison à cela. Donc, nous ne devrions pas normalement lutter comme nous sommes en train de lutter parce qu'on a vu les autres se battre et s'en sortir. Nous pouvons tirer les exemples à partir d'eux. Donc, c'est un problème d'éducation. Si nous pouvons nous asseoir, changer, comment est-ce que nos enfants sont éduqués ici? Comment est-ce qu'ils sont formés? C'est à ces choses-là que nous devons penser. Commencer par le foundation phase, comme on dit, inculquer l'amour du pays à ces enfants-là. Ils vont grandir comme ça. Ces enfants-là, où qu'ils iront, ils sauront que nous sommes des Congolais, que nous avons un devoir sacré pour notre pays qui est à mal en ce moment. Il y a beaucoup de mythes. J'aimerais éliminer d'abord un des mythes qui est très répandu. Le développement du Japon, parce qu'on cite toujours ça. Le développement de la Chine. Comment ça s'est fait? Les gens vous diront que non, les Japonais ont envoyé leurs enfants en Occident, ils ont étudié et puis ils sont revenus au Japon pour développer le Japon. Est-ce que c'est vrai? A-t-on jamais soumis cette assertion-là à une quelconque critique? Jamais on l'a fait. La technologie n'a pas été transférée au Japon comme on essaie de nous le faire prétendre, ou même en Chine. Je vais vous donner juste un exemple et je m'arrête là. La première voiture, on peut dire que c'était une Mercedes. Elle a été produite en 1908. La première production en masse de voitures au Japon, c'est une Mitsubishi. Et ça, c'était en 1917. Combien de temps ils ont pris pour faire les expérimentations nécessaires pour arriver à la construction de cette voiture-là? Et même quand vous voyez la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le Japon avait des porte-avions, ils se sont battus avec les Américains. Ils avaient l'avion le plus rapide de la Deuxième Guerre mondiale, Mitsubishi Zero. Comment ils ont fait? Et c'est à quel moment que leurs enfants sont allés en Occident pour apprendre et puis venir? Non, c'est un problème culturel. Et n'oubliez jamais que nous ne vivons pas dans un environnement seulement, mais l'environnement vit en nous aussi. Voilà pourquoi, quand nous allons par exemple au marché, nous voyons des histoires qui sont exposées par exemple sur une poubelle. C'est impossible pour moi de m'arrêter là, acheter quelque chose. Mais je vois mes congénères qui le font naturellement. C'est comme s'ils n'y pensaient pas, c'est comme s'ils ne voyaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et comment on est arrivé à ce point-là, à s'habituer à ça? Mais le réel problème, est-ce que c'est pas la vision politique qui devrait l'emporter là-dessus, ou plutôt une façon de faire les choses? Parce qu'apparemment, on se consacre plus sur autre chose que sur l'essentiel. Vous avez totalement raison. La politique, c'est le moteur. C'est le moteur qui devrait normalement drive, comme on dit, conduire ce changement-là. Aussi longtemps que l'environnement politique n'est pas conducteur de ce changement, il n'aura pas lieu. Voilà pourquoi moi,
dans un premier temps, je militerai pour une province pilote. Parce que, bon, la diaspora, elle n'a rien à montrer aujourd'hui, comme on dit chez nous, you've got nothing to show for it. On a le musée Laurent Désiré Kabila a fait appel à la diaspora. Joseph Kabila a fait appel à la diaspora. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait appel aussi à la diaspora. Mais toutes ces années que nous avons passées ici, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à produire, dire que voilà ce que la diaspora a fait? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que nous sommes nuls. Ce n'est pas parce que nous sommes nuls. Mais nous sommes une quantité négligeable dans les conditions actuelles. Mais si nous pouvons obtenir une province pilote, voilà, vous avez trop parlé. Prenez cette province-là. Je m'en fous où la province peut se trouver. Faites vos preuves. Vous avez la gestion complète de la province. Comme un truc autonome là. Faites vos preuves. Voyons ce que vous êtes capable de faire. Eh bien là, si on échoue, là on peut la boucler. Apparemment, vous pensez qu'on ne vous a pas donné suffisamment de chance. Non. Mais dans la plupart des entreprises ici, parlons des privés, on retrouve à la tête, c'est les gens de la diaspora. On revient encore, si on peut encore aller un peu plus loin, les entreprises publiques même. On retrouve les gens de la diaspora en tête pendant des années et des années. Oui, même notre président actuel, même le DG de cette chaîne, sont des gens de la diaspora. Mais comme je le dis tantôt, c'est une quantité négligeable. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous habitez une maison de 5 pièces, très sale, et puis vous nettoyez un coin du salon, la personne qui vient visiter verra tout simplement que la maison est toujours sale. Peu importe tout ce que vous avez fait dans l'une de pièces, la maison sera toujours sale. Mais si vous pouvez être jugé sur base de ce que vous avez fait ou la pièce qui vous a été confiée pour faire le clean-up, là, vos efforts seront quand même visibles. Dans le cas contraire, c'est comme une goutte d'eau dans l'eau. Le pays est délabré à un point inimaginable. Il suffit seulement, c'est quand vous venez de l'extérieur que vous vous rendez compte jusqu'à quel point nous sommes tombés. Mais quand vous habitez ici, vous restez ici pendant longtemps, il y a cette tendance-là à s'habituer, à commencer à trouver normal. C'est ce que j'allais dire, parce que les gens qui sont censés donner l'exemple, au finish, on se rend compte qu'ils s'habituent et ils se comportent même plus pire que les gens qui ont vécu à Kinshasa. Cela s'explique qui ont vécu au pays, pardon. Oui, cela s'explique comment je veux bien faire une chose. C'est un problème culturel. Ça ne peut être résolu que par l'éducation. Nous devons avoir le courage de reconnaître que nous sommes une génération perdue, une génération sacrifiée et que nous devons miser sur la génération montante, surtout le foundation phase. Mais je prends un exemple. Politiquement. Oui. On est venu par exemple avec Joseph Kabila, qui est venu avec le concept que le Congolais qui est né au Congo peut faire quelque chose. Parce que très souvent, on a, comme vous l'avez dit dans l'histoire, on a voulu nous faire comprendre que pour réussir, il faut soit sortir du pays et revenir. Celui qui a étudié ailleurs est meilleur que celui qui étudie au pays. Des exemples ont été donnés avec lui-même, avec sa famille biologique, avec ses enfants qui étudient au pays. Et ça a créé un stimulus. Les entreprises ont copié avec des jeunes Congolais qui ont étudié ici au pays. Et ça a eu un fait d'entraînement. Mais à un moment donné, on sent que c'est comme si la culture, l'ancienne culture prend les dessus. Par exemple, quand on parle de l'homme blanc, quand on parle de l'impérialisme, les gens veulent transformer cela en discours politique, alors que l'on parle à des valeurs qui doivent caractériser toute une nation pour aspirer à un développement. Complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a un poste de responsabilité et qu'il lui est demandé, il y a un contrat de performance qui est toujours signé. Même dans l'éducation, c'est toujours la même chose. J'ai une classe de 24 étudiants et 20 seulement passent. Les 4 ont échoué. Je dois écrire un rapport. J'ai expliqué pourquoi les 4 là n'ont pas su passer. Si je n'arrive pas à faire ce rapport-là, ça veut dire que
Il n'y avait pas un suivi entre moi et ces enfants-là ou ces étudiants-là. Et cette culture-là, nous devons nous l'inculquer. Et pour ce faire, nous devons commencer vers le bas âge. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une génération perdue, une génération sacrifiée. La plupart des gens qui ont notre âge ou qui viennent après nous, surtout ceux qui viennent après nous, ne savent ni lire ni écrire proprement. Malgré toutes ces années que j'ai passées à l'étranger, je peux encore parler français, je peux encore l'écrire, peut-être avec très peu de fautes. 25 ans à l'étranger, c'est pas peu, mais je m'en sors toujours assez bien et assez mieux que ceux qui à peine sont sortis de l'école. Pourquoi cela? J'avais une fondation assez solide que c'est qui est en train d'être donné en ce moment même. Et c'est pourquoi je répète encore, je souhaiterais que les autorités nous écoutent et qu'ils nous donnent une province pilote où nous pouvons faire nos preuves, où nous pouvons implémenter les choses dont vous êtes en train de parler là et voir si ça marche ou ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, ça marchera. Ne craignez-vous pas que cela puisse... les locaux aussi puissent dire que nous avons si besoin de notre province pour prouver de quoi nous sommes capables? Ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils sont déjà sur place, ils sont majoritaires et ils occupent toutes ces fonctions. La grande question politique, c'est que tous attendent la sortie du gouvernement bientôt. Ils se disent, oui, évidemment, on nous parle des ministres warriors, donc des gens qui vont être de guerriers pour justement relever le défi. Et un mot à placer par rapport au profil, par rapport aux prochains membres du gouvernement? Moi, je pense que ça, ce sont juste des discours politiques, selon moi. C'est juste des discours politiques. Et surtout, les gens de mon âge, ils en ont entendu. Hein. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à ces jours. Les termes comme ça, on les a entendus beaucoup. Nous voulons voir des gens sur terre. Et je reviens encore, c'est un problème culturel. Il y a une dame professeure, je pense qu'elle est ici maintenant. Elle enseigne à l'université de Toledo. Sandrine Ngalula Mubenga, vous connaissez? Oui. C'est une savante, ce n'est pas n'importe qui. Aux États-Unis, elle n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a mis au point un moteur électrique qui est utilisé dans nos bus hybrides et dans les véhicules que nous utilisons dans les warehouses aussi. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Elle est ici présentement, nommée DG de AR, qui est Autorité de régulation de l'énergie électrique. Cet organe-là va s'arranger à réguler l'énergie électrique. J'essaie d'imaginer seulement, parce que aux humanités dans le pays, si j'ai fait les humanités techniques, nous avions les normes belges. Ça s'appelle CEBEC. Et quand j'étais d'abord sud-africain avant d'être américain. Là-bas, il y a les normes 0142 SANS, c'est le wiring code, donc c'est la régulation pour l'installation électrique dans n'importe quelle maison, dans les hôpitaux, tout ce qui est tension basse. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et installer le courant électrique dans une quelconque maison. Il y a des normes spécifiques qu'il faut suivre. Et même l'électricité ne s'installe pas dans n'importe quelle maison. Maintenant, quand on vous envoie dans un pays comme celle-ci, je n'aimerais pas être Sandrine en ce moment, on vous envoie dans un pays comme celui-ci, vous devez élaborer les normes et puis le faire respecter. Élaborer les normes, ce n'est pas un problème. Hein. Notre pays ici, oui, notre pays, surtout les juristes, sont des gens que je respecte beaucoup dans notre pays. Ils ont un arsenal terrible, mais l'implémentation de cet arsenal-là pose problème. Et cela va se faire sentir dans tous les autres domaines. Dans tous les autres domaines. Pour que cela change, toujours l'éducation. C'est le mot-clé pour moi. Tout tourne autour de l'éducation. Est-ce que nous sommes éduqués pour nous comporter d'une certaine façon? Est-ce que nous sommes éduqués pour réagir d'une certaine façon? Moi, j'ai constaté, sur nos routes, nous nous injurions constamment. Je ne fais que rire parce que ça m'amuse un peu là. Tout le monde connaît tout le monde conduit bien. Everyone else, tous les autres conduisent mal. Il n'y a que moi qui conduis bien. Un rien, il y a des klaxons, constamment on klaxonne. Le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de klaxonner? Oh non, ne t'en fais pas, c'est comme ça. Vous allez vous habituer. Oui. Comme disent les Kinois, Gomessana. Gomessana.
Professeur Dauphin Bachala, je vous dis merci. Merci d'avoir partagé, d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Vous l'avez si bien dit, tout est question des normes. Nous avons quelles normes, nous devons nous conformer à quelles normes pour justement revenir sur la norme. Et cela demande justement l'implication de tout un chacun. Et là, évidemment, vous de la diaspora aussi, qui avez pris l'habitude de vivre dans ces conditions. Si vous pouvez également apporter votre pierre de contribution dans l'éveil de conscience, ce serait également une très bonne chose. Merci à vous de nous avoir accordé ce moment. Je vous en prie. Eh bien, nous allons justement continuer pour parler de l'insécurité. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Cette question est encore revenue au cours des discours du président de l'Assemblée nationale, mais également le président du Sénat qui est revenu sur, je dirais, la confiance ou encore l'hypocrisie qui règne. Eh bien, Mbosoko Dia, lui, il est allé directement pour pointer du doigt les élus nationaux. Et justement, nous allons parler de ce dialogue intercommunautaire initié par le président de la République, justement pour résoudre les questions des conflits au niveau des provinces, mais aussi de l'insécurité. On en parle tout de suite avec une des notabilités du Sud Kivu. Chers compatriotes, c'est pour la recherche de la gloire, je le ferai sans faire la politique. C'est pour chercher l'argent, comme avocat d'affaires, plus de 10 ans j'ai travaillé, et ma famille ne le regrette pas. Mon action politique, c'est parce que je crois qu'il y a la misère dans ce pays. La pauvreté nous a envahis. Et ça sera irresponsable pour moi de ne pas m'engager dans cette action. Avec tant d'autres, Ouida n'est qu'un instrument d'expression de quelqu'un qui croit à son pays. Je serai toujours là pour vous, comme sénateur, comme avocat, comme philanthrope, pour servir mon pays. Je ferai toujours ma part et personne ne me découragera. Peu importe les mauvaises campagnes, je serai toujours là pour vous, peuple congolais. Luando est à vous et il sera toujours là à vos côtés parce que votre souffrance, c'est ma souffrance. Il s'appelle Kosko Swedi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous êtes notable de la province du Sud Kivu. Si on devrait parler justement de ce dialogue intercommunautaire, on se pose la grande question qui se pose toujours. Qu'est-ce qui ne va pas à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame. À l'est, il y a un problème sérieux. Quand tu vois le chef de l'État prendre une décision pareille, de convoquer un dialogue intercommunautaire, premièrement, nous tenons à féliciter le chef de l'État. Nous comprenons que le chef de l'État est déterminé à ramener la paix à l'Est. Comme il est déterminé à ramener la paix à l'Est, nous saluons cette initiative. La guerre de l'Est, il dit dialogue intercommunautaire.
avec l'expérience que j'ai, que les communautés se disent la vérité. La vérité que les différentes communautés vont se parler en face. Ils se sont résumés dans les cahiers de charges. Ils ont déposé des cahiers de charges auprès des représentants des chefs de l'État. Nous saluons cette belle occasion. Quitte aux organisateurs, notamment les chefs de l'État, de lire le contenu des cahiers de charges que toutes les communautés ont présentés. En faisant la sommation, une analyse systématique, vous allez vous rendre compte que autant de communautés ont reproché telle communauté reproche telle communauté. Maintenant, le nœud du problème réside où? Quand vous avez suivi, exemple, les Bafulero, les Banyindu, les Babembe et les autres disent que non. Vous n'êtes pas les Banyamulenge. Ce n'est pas votre identité. Vous êtes les Banyarwanda. Et les Banyarwanda, ils disent non, nous ne sommes pas les Banyarwanda, nous sommes les Banyamulenge. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a autant de reproches de part et d'autre. Maintenant, avec l'expérience que j'ai de la Commission Vérité et Réconciliation, comme j'étais là, vice-président de cette institution, est-ce qu'aujourd'hui, le Congo, notre pays, on peut parler aujourd'hui de la vérité? Quelle vérité que ces différentes communautés peuvent se parler en face tant qu'il y a l'infiltration qui traverse, les hommes armés traversent jour et nuit la plaine de Ruzizi? Mais on dit que c'est les députés qui sont également instrumentalisent les groupes armés. Non. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a dit. Non. Si vous posez la question au président tel qu'il a dit, il peut nous dire que non, quel député? Quel est le nom de ces députés-là? Quel est le nom de ces députés-là? Parce que nous savons qu'un député, il a un mandat, il représente sa base. Et sa base, quand il le représente... C'est cette population-là qui souffre même. Non. Aujourd'hui, on dit, on pille, on viole, et on dit que non, c'est le député qui est à l'auteur de tout ça. Non, c'est anormal. Moi, je sais que non, à partir de différentes déclarations pareilles, il faut que la justice aussi fasse son travail. Hein? Puisqu'on ne peut pas se limiter seulement à faire une déclaration. Les services de sécurité, la justice doit faire aussi son travail. Puisqu'il est anormal qu'un député élit un honorable député qui a un bagage du territoire et dire que non, c'est lui l'auteur de tout ça. Moi, je sais que non, l'agenda se trouve quelque part. Il y a des sous-cartes. Aujourd'hui, si on parle, si vous dites que ce n'est pas les conflits intercommunautaires qui sont à la base de cela, quelle serait alors la solution? Parce que c'est au niveau de ces communautés qu'on trouve les problèmes. Et on se dit, si on collabore avec les communautés, parce que entre autres, certaines langues parlaient justement d'une guerre entretenue par ces communautés, justement. Alors, quel est le vrai problème? Quelle est la vérité réelle dans ce dossier? Est-ce les rebelles qui viennent de l'étranger, des pays frontaliers? Est-ce des conflits intercommunautaires entretenus par des élus? Est-ce un problème interne qui ne peut être résolu qu'à l'interne? Merci beaucoup, madame. Les conflits qui se vivent aussi du Kivu, et notamment en territoire de Fizi, Uvira, Mwenga. Il faut exempter les députés dans ces conflits. Les députés, les élus ne sont pas impliqués dans cette histoire. Cette histoire commence depuis 1996. 1996, quand l'AFDEL avait commencé la guerre. Vous verrez, quand tu fais l'analyse, vous allez vous rendre compte que la guerre qui se passe au sud Kivu est différente de celle qui se passe au nord Kivu. Puisque au sud Kivu, bien qu'il y ait la guerre, Uvira, Fizi, Mwenga, il n'y a pas des immeubles qu'on est en train de construire. Non. Là, on suit l'objectif, c'est quoi?
Au Sud Kivu, la guerre est autour de la terre. Au Sud Kivu, Uvira, Fizi, Mwenga. La guerre, c'est autour de la terre. Et voilà pourquoi la population, les communautés, ils se sont rendus compte que non, la guerre, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résister contre cette c'est la balkanisation. Ils ne veulent pas quitter leur terre, ils veulent rester là-bas. Vous savez, chez nous, les Africains, la terre est sacrée. On peut tout donner, pas la terre. La terre, elle est sacrée. Chaque peuple, chaque communauté, chaque tribu est liée à sa terre. Et on ne peut pas accepter même 2 mètres carrés, on le cède à n'importe qui par rapport à la force, ou si la main la guerre, on dit que non, désormais, cette partie t'appartient. Non, on va comprendre que c'est quelque part, c'est pour les primer, puisqu'ils ont tué, ils ont violé, ils ont tué, ils ont massacré. Donc, donner une portion de terre, du territoire d'Uvira, de Fizi, de Mwenga, les communautés disent que non, ils ne veulent pas primer les agresseurs puisqu'ils ont tué, ils ont massacré. Voilà pourquoi ils demeurent dans la résistance. Alors, jusque-là, ce ne sont pas des communautés. C'est une expression populaire face à cette agression-là. Vous avez suivi la fois passée, une fois dans l'histoire de notre pays, que l'Assemblée nationale, ils se sont levés en un seul homme, sans couleur politique. Ils ont dit non à Minembwe, non à la création de la commune rurale de Minembwe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les dangers. Les dangers en créant le territoire, la commune rurale de Minembwe. Aujourd'hui, nos amis Banyamulenge, comme ils se disent, mais l'expression en disant que non, ce sont des Rwandais, des Banyarwanda. Puisqu'à Uvira, dans ce dialogue intercommunautaire, il y a des Barundi qui sont congolais, mais ils s'appellent des Barundi de la plaine de Ruzizi, des Barundi, des Congolais de l'expression des Barundi. Ce sont des Barundi. OK? Quand ils lisent les différents cahiers de charges, ils disent que non, qu'ils acceptent leur appellation de Banyarwanda. Banyarwanda, Congolais, ça va. Au lieu de fomenter quelque chose. Pour votre information, quand il lit le cahier de charges de Bafuliro, c'est eux qui les propriétaires de la colline de Mulenge. Ils disent que non, Mulenge là, c'est un nom d'un pygmée qui résidait à Mulenge. Il est mort, mais ses enfants restent, ils sont toujours encore là, ils sont en vie. C'est lui le propriétaire de Mulenge. Maintenant, un pygmée, comment se fait-il que vous qui étiez hier Banyarwanda, aujourd'hui vous changez, vous devenez Banyamulenge, et le pygmée est là, le propriétaire de son identité? Mais la grande question, c'est aujourd'hui, c'est justement cette question de nationalité qui continue à diviser, je dirais, cette province. Parce qu'aujourd'hui, l'on reproche également à vous de ne pas reconnaître ceux-là qui ont eu des ancêtres rwandais, mais qui, eux, ne connaissent que la République démocratique du Congo comme pays, qui ne connaissent que ces territoires-là comme pays. Madame, merci beaucoup. Chez nous, on ne pose pas le problème de nationalité. Puisque l'État congolais est libre d'accorder la nationalité selon les lois de la République. Et si l'État congolais décide que non, tel, il a sollicité, il a demandé la nationalité et l'État congolais l'accorde, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer à l'État congolais. Même toutes les différentes communautés de l'Est, personne ne pose pas le problème de nationalité. Mais le problème réside à l'identité. Je viens de vous citer, dans la plaine de Ruzizi, il y a une chefferie de Barundi. Ce sont des Congolais, mais originaires du Burundi. Mais ce sont des Congolais. Et ils prestent n'importe quel, même ils postulent dans l'ensemble du territoire, ils sont élus.
Même nos frères, nous disons nos frères puisque nous cohabitons ensemble avec eux, nous vivons ensemble avec eux, qu'ils acceptent d'être appelés seulement Rwandais. Pas avec cette expression, oh Banyamulenge, non. Rappelez-vous, madame, au Katanga, il y avait les Banyaviura. Les Rwandais qui étaient là, ils s'appelaient Banyaviura. Alors, quand les Katangais se sont mis debout, ils ont dit non, vous n'êtes pas les Banyaviura, vous êtes des Rwandais. Nous vous acceptons, mais acceptez aussi votre identité, vous êtes Rwandais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là au Katanga, il y a les Banyaviura? Il n'y en a pas. Chez nous, en territoire de Fizi, à Uvira, à Mwenga, nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas des xénophobes. Nous cohabitons avec eux, mais c'est la condition qu'ils acceptent, tel que, conformément aux différents cahiers de charges que les différentes communautés ont présentés. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre aussi la RFI aujourd'hui. Il y avait les intervenants, les participants à ce dialogue qui ont dit que non, et ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Si nous allons continuer à parler, mais qu'ils acceptent avant tout qu'on se dise la vérité. Puisque pour arriver à la réconciliation, il y a une étape de se dire la vérité. Et cette vérité-là, il faut se dire ça en face. Il faut se dire la vérité en face et accepter. Puisque moi, je suis vraiment outillé, madame, dans la réconciliation. Mais le problème, c'est arriver à accepter, parce que arriver à accepter, à s'accepter, à accepter aussi les autres, parce qu'en ce net moment, apparemment, pour arriver à aller de l'avant, il faudrait une réconciliation générale. Une réconciliation où chacun s'accepte, où on accepte aussi également l'autre. Et c'est certainement une des meilleures façons de résoudre ces conflits intercommunautaires qui persistent dans cette partie. Vous savez, madame, le fait de s'accepter, ça dépend aussi de toi-même. Puisque quand nous avons les 450 tribus, la nation congolaise, les 450 tribus, aucune tribu est majoritaire par rapport à l'autre tribu. OK? Si nous disons que nous, les Baluba, nous sommes nombreux que les Bakongo, les Basakata, et ainsi de suite. Non, ça n'a pas sa place. Nous disons que les 450 tribus constituent la nation congolaise. Et nous devons nous accepter mutuellement, quelle que soit votre dimension. Même si la tribu occupe 3-4 territoires, ce n'est pas un problème. Nous voyons seulement, c'est une seule tribu. Et il est congolais. Madame, ici à Kinshasa, il y a les Angolais qui sont ici, les Bazombo. Quel Muzombo qui a déjà déclaré une partie de Mangengenge que non, ici, ça devient notre partie, nous les Bazombo. Intégrer seulement, c'est fini. En RDC, nous, les Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Et si quelqu'un accepte, s'intègre, et c'est fini, il prend la fille de Basakata, il prend les Bazombo, il prend n'importe quoi, c'est fini, vous intégrez, postulez, nous allons vous élire, passer, et c'est fini. Donc le fait de demeurer toujours à dire que nous sommes minoritaires, non. Et notre aspect, c'est quoi, madame? Et notre aspect, c'est par rapport là où vous étiez. Si vous étiez de l'autre côté, comme les Barundi de la plaine de Ruzizi. S'il y a un problème au Congo, s'il crie toujours au Burundi, on va comprendre que non, mais si vous n'êtes pas congolais, OK? Maintenant, s'il y a un problème, pourquoi nos amis, puisque nous cohabitons avec eux, nous vivons avec eux, comment il y a toujours un problème de dire que non, le Rwanda? Puisqu'il y a toujours un appui du Rwanda. Il faut qu'on se dise la vérité. Et pourquoi toujours il ne veut pas couper ses cordons ombilicaux avec le Rwanda? Que craignez-vous réellement? La balkanisation? La balkanisation existe, madame. Voilà pourquoi à l'Assemblée nationale, ils ont dit que non. Ils ont revendiqué la nationalité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons suivi ça à l'Assemblée nationale. Ils ont revendiqué la nationalité. L'État congolais avait accordé. Et nulle part au monde, on ne peut pas accorder la nationalité en bloc. Non. C'est à titre individuel. Mais par rapport à la paix, on dit que la paix n'a pas de prix. On a accordé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la nationalité, c'est... Le territoire. Non.
La terre est sacrée. La terre est sacrée et nous ne pouvons pas accepter de céder même 2 mètres. Alors que demanderez-vous au gouvernement aujourd'hui, le gouvernement à travers le président de la République qui a d'ailleurs initié ce dialogue justement pour vous dire des vérités? Qu'attendez-vous de la fin de ce dialogue? La fin de ce dialogue, nous disons merci beaucoup au chef de l'État. Nous avons compris qu'il est vraiment déterminé de ramener la paix chez nous à l'Est. S'il est déterminé de ramener la paix à l'Est, que la conclusion de ce dialogue ne se passe pas à Kinshasa. La conclusion de ce dialogue se passe à Uvira, ou bien à Fizi, ou bien à Mwenga. Pour que le chef de l'État palpe la vérité de ceux-là qu'on avait massacrés, de ceux-là qu'on avait violés, les maisons qu'on avait incendiées. Puisqu'il y a les uns qui présentent que non, nous. Non. Les revendications, toutes les communautés peuvent les présenter. Mais nous voulons que nous demandons au chef de l'État, en ma qualité de notable, nous demandons au chef de l'État, initiateur de ce dialogue. C'est une bonne initiative. Qu'on termine, la conclusion de ce dialogue se passe à Uvira, ou bien à Fizi, ou bien à Mwenga. Que le chef de l'État descende là-bas. Il va palper la réalité et il va comprendre d'autres réalités en dehors de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et de 3, la réconciliation. Avant d'y arriver, l'étape de la vérité prime. Maintenant, là, est-ce que c'est le moment de nous dire cette vérité? Est-ce que c'est le moment de nous dire cette vérité avec tous les groupes armés qui sont là? Si tu dis la vérité aujourd'hui, tu n'as pas la chance de voir la lumière de demain. Donc, nous, comme les techniciens de la réconciliation, c'est une étape seulement de travailler sur l'apaisement des esprits et de pacification. Quand on parle de pacification, on ne touche pas la vérité et on ne touche pas la réconciliation. Puisqu'on ne peut pas parler de la réconciliation tant qu'on n'a pas on n'a pas touché la vérité. Donc, il faut travailler seulement aujourd'hui sur la pacification pour que les institutions, l'État congolais aient du temps pour asseoir l'autorité de l'État dans les différents coins de la République. Dès que l'autorité de l'État est assise, c'est à ce moment-là qu'on va aborder l'étape de la vérité. L'étape de la vérité, il faut qu'il y ait l'accompagnement des services de sécurité, qu'il y ait l'accompagnement des FARDC et ainsi de suite, puisque c'est une étape cruciale. Il y a une vérité où nous ne pouvons pas nous parler en face. Si on parle de cette vérité, et tu vois les gens se mettre debout, ils commencent déjà à se bagarrer, puisque c'est une vérité, mais qu'on ne peut pas faire face comme ça. Voilà un peu. Eh bien, le souhait serait que ce dialogue intercommunautaire puisse aboutir à quelque chose, c'est-à-dire à la paix. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, on parle de Fizi, Uvira et Mwenga. Eh bien, ce dialogue qui a été initié, nous l'espérons en tout cas de tout cœur, parce que ça fait partie justement de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, la terre est sacrée. Et même le Sud qui vous fait partie de la République démocratique du Congo autant que d'autres provinces de la RDC. Donc, il y a lieu de s'y pencher et de trouver des solutions adéquates justement pour le bien-être de la population congolaise. Monsieur Kosko Swedi, je vous dis merci d'avoir apporté votre pierre de contribution dans cette émission. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et téléspectateurs, dans l'espoir que la paix va régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je vous dis au revoir et restez branchés pour suivre dans quelques instants la grande édition du journal de Gloria Mbouya Moutala. On se retrouve demain pour le journal de 13h.